Dans cet épisode de L'éléphant dans la pièce, nous recevons l'écrivain Youssef Sadiq, philosophe et anthropologue. Il publie cette année son livre Liban-Palestine en 82. À cette époque, il était correspondant de guerre pour la presse pendant l'invasion israélienne au Liban. Certains éprouvaient de la sympathie pour la puissance occupante qui était Israël. Ah oui, moi je n'accuse pas seulement les chrétiens libanais. Yasser Arafat n'a jamais dit qu'il voulait un seul État binational, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir été accusé d'être un traître à cause de cette poignée de main avec Yitzhak Rabin à Washington. Il y avait une naïveté surtout après l'assassinat de Yitzhak Rabin. Mais des Mohamed Dora, depuis une année, il y en a beaucoup, mais des milliers à Gaza. Un enfant est un enfant. Pour moi, est un enfant. Et il faudrait crier sans nuance sa révolte contre ce qui se passe. Bonjour Youssef Sadiq, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Le Liban vient d'être envahi par l'armée israélienne après l'assassinat du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Quelle est votre première réflexion par rapport à ça ? Elle s'inscrit dans un très long processus de colère, réflexion aussi, réflexion sur mon époque. Cette réflexion et cette colère et cette histoire s'inscrit aussi dans un itinéraire qui était le mien. Vous aussi, en 82, vous étiez à Beyrouth et vous avez été bombardé. Nous avons vécu des moments, des journées absolument atroces, de bombardements, de dangers réels. C'est-à-dire, il m'est arrivé de porter des morts, des enfants morts, des enfants mutilés par des bombardements dans les quartiers les plus prestigieux du Liban, Al-Hamra, Al-Mazra'a, Al-Fakhani. C'était quelque chose d'absolument atroce. Vous racontez dans le livre que l'armée israélienne balançait de l'air, des avions, des tracts roses. Oui. Est-ce que ça rend ces bombardements plus humains ? Non, on se moquait de ceux qui les ramassaient et les lisaient, savaient que c'était vraiment un leurre. C'était ni réconfortant, ni utile, parce que les Israéliens n'attendent pas que les gens se cachent parce qu'ils ont lu ces tracts ou quoi que ce soit. C'est la plus grande supercherie des guerres, et surtout, moi je crois que toutes les guerres, ce n'est pas une pratique sioniste seulement, ce n'est pas une pratique israélienne seulement, mais cet envoi de tracts pour dire aux gens de faire attention et de se mettre à l'abri, c'est un très grand leurre et c'est quelque chose, une ruse de guerre des plus ridicules et des plus qui se moquent des gens. Vous racontez dans le livre que vous croisez des Israéliens civils et militaires et que certains éprouvaient de la sympathie pour la puissance occupante qui était Israël à l'époque. Ah oui, moi je n'accuse pas seulement les chrétiens libanais. Je crois que cette complicité, ce contentement, ce bonheur qu'ils ont de voir les Israéliens peut-être les débarrasser des Palestiniens et de tout ce que les Palestiniens, prétendaient-ils, leur faisaient. Moi, j'ai entendu dire les phalanges, les Kataib, dire que ces gens-là ont établi une véritable occupation du Liban et qu'il fallait une autre puissance pour les débarrasser de ces gens-là. C'est cette position-là qui faisait que beaucoup étaient complices, étaient très contents de l'occupation
israélienne au Liban. La société libanaise reste profondément anti-israélienne jusqu'à maintenant et beaucoup plus profondément, de jour en jour, beaucoup plus profondément anti-israélienne. Mais à l'époque, j'ai vécu des scènes, des moments, des discussions dans les cafés ou dans les locaux des journaux. J'ai vécu des gens qui disaient tant mieux que les Iraniens nous occupent et vont nous débarrasser de l'occupation palestinienne. Nous avons parlé de l'occupation israélienne en 82 du Liban. Nous entendons des arguments de l'autre côté qui nous disent on n'aurait jamais bombardé le Liban s'il n'y avait pas l'OLP à l'époque. Aujourd'hui, on n'aurait jamais envahi ou bombardé le Liban s'il n'y avait pas le Hezbollah qui avait commencé les bombardements sur Israël le 8 octobre. Et ils nous disent aussi que le 1er octobre 1985, on n'aurait jamais bombardé la Tunisie s'il n'y avait pas l'OLP installé à Tunis depuis 3 ans. L'aviation israélienne a bombardé aujourd'hui le nouveau quartier général des Palestiniens de l'OLP dans la grande banlieue de Tunis. Le premier bilan est de 150 tués. Yasser Arafat et ses principaux lieutenants ont échappé à ce raid. Ce raid israélien à plus de 2500 km de son territoire n'est pas le premier du genre. Souvenez-vous, Entebbe, la centrale nucléaire irakienne ou encore auparavant les vedettes de Cherbourg en France. Cette fois-ci, c'est donc la Tunisie où la direction de l'OLP a trouvé refuge après avoir été chassée du Liban. La Tunisie, un pays arabe relativement neutre dans cette affaire, mais pour le ministre de la Défense israélien, M. Rabin, l'OLP ne peut nulle part bénéficier de l'immunité. Donc, Israël voulait des pays qui soient des officines de leur ministère de la Défense ou de Tsahal. Un pays qui est souverain, qui est maître de sa décision, qui accepte les résistants de tous bords, c'est un pays qui annonce sa fin. Et Israël... Et donc, en fait, Israël n'arrive pas à comprendre qu'il y ait résistance ? Elle ne peut pas comprendre qu'il y a des résistants en Israël. En 1982, l'OLP était installée au Liban et vous rencontrez Yasser Arafat. Et vous lui reprochez quelque part d'avoir salué des soldats israéliens. Il vous dit « Je ne fais pas la guerre à des fantômes, je suis confronté à des données réelles et je les traite telles qu'elles se présentent. » Oui, il ne les a pas salués, et il a négocié avec eux. Entre autres, il m'a dit une chose qui est maintenant monnaie courante, que tout le monde dit, si c'était à moi, il le disait en arabe bien sûr, si c'était à moi, j'aurais choisi un seul État. Et c'est la démographie qui décidera. Il m'a dit, 2 États, ça ne marcherait pas. Oui, ça ne marcherait pas. Il le disait comme s'il était tout seul, comme s'il était dans un État second. Non, attends, je lui ai dit, mais est-ce que je peux publier ça? Il s'est levé et il m'a dit, si vous publiez ça, je dirai à Bourguiba que vous ne sortirez plus jamais de prison. Mais plus tard, ses collaborateurs, je cite Yasser Abderrabou, les 3 Hassan, m'ont dit qu'il nous l'a toujours dit. Il a toujours dit que s'il était de son pouvoir de déclarer vouloir un seul État, judéo-palestinien, judéo-arabe, arabo-israélien, il l'aurait accepté. Yasser Arafat n'a jamais dit qu'il voulait un seul État binational, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir été accusé d'être un traître à cause de cette poignée de main avec Yitzhak Rabin à Washington. Oui. Oui, d'ailleurs, après, je crois que le complot qui a fait qu'on l'empoisonne et qu'on... Vous pensez qu'il a été oui, moi je empoisonné? Oui, je ne suis pas le seul. Je crois que Chirac aussi pensait. Chirac qui a veillé le mourant jusqu'à la fin,
devant l'hôpital où il a été à Paris, il l'a dit à plus qu'un demi-mot. Yasser Arafat, dans les années 70, était considéré par une partie du monde comme le chef d'une organisation terroriste. Est-ce que le terme terroriste, dans une lutte pareille, est le terme adéquat pour analyser cette situation? Voilà, c'est toute la question. Quand il y a eu les porteurs de valises en Algérie qui soutenaient fermement le FLN mettait des bombes dans les cafés algérois et oranais. L'idée de terrorisme est venue à ce moment-là, en Algérie pendant longtemps, et surtout, il y a des Français comme ceux qui ont été signataires du manifeste des 121, pensaient qu'ils étaient des résistants pour la libération de leur pays. Maintenant, ces mêmes actes, ces mêmes personnages sont qualifiés de terrorisme parce que le concept a évolué. Tous ceux qui déstabilisent l'oppresseur, d'une manière ou d'une autre, surtout d'une manière violente, sont considérés comme terroristes. Et donc, nous sommes prisonniers de ce concept nouveau et qui ne reconnaît plus du tout la résistance et qui la confond à chaque fois de terrorisme quand elle utilise un moyen qui devient le seul moyen de se libérer, soit en Amérique latine, en Asie, au Vietnam, en Afrique actuellement. C'était le seul acte, parce que celui qui te conduit à commettre une violence pour vous libérer, c'est l'oppresseur. Donc Yasser Arafat, pour vous, le fait qu'il ait choisi la voie politique, strictement la voie politique, avait commis une erreur, parce que selon vous, la résistance aujourd'hui ne peut se faire qu'à travers les armes? Moi, je reste convaincu qu'il a été floué. Qu'il a été floué, et il a été floué parce qu'il a fait cette déclaration très symbolique sur la tribune de l'ONU en disant, voilà le rameau d'olivier et voilà mon fusil, ne faites pas tomber le rameau d'olivier. إنني ثائر من أجل الحرية وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que quelqu'un qui veut se libérer son pays, est obligé d'avoir deux instruments. Soit demander sincèrement la paix, voilà, c'est le rameau d'olivier que je brandis, soit d'utiliser la violence pour se libérer. Laissez-moi continuer à chercher la paix. Il s'adressait à l'ONU, donc donnez-moi la possibilité de résoudre ce problème-là d'une manière pacifique. Ça n'a pas marché. À partir de ce moment-là... On parlait des accords d'Oslo. À partir de, surtout, ce qui préparait les accords de Madrid puis d'Oslo, ils l'ont tout simplement floué. Et ils l'ont laissé tout nu, avec seulement la possibilité d'utiliser la violence et de s'inscrire donc dans la catégorie qu'ils ont déterminée de terrorisme. Est-ce que le terme terroriste avait une autre charge qui est différente de celle que ce terme avait portée après le 11 septembre, justement? Parce que dans les années 80, terroriste voulait dire autre chose, notamment, enfin, on peut parler parce qu'à chaque fois, quand on parle de résistance palestinienne, on nous sort les fidéines et on nous sort justement l'attaque de Munir. Oui, maintenant, il est collé uniquement à la question de la lutte anti-sioniste et anti-israélienne, alors que le mot a existé d'une manière spécifique dans la révolution russe. C'était contre le tsar qu'on mettait des bombes, etc., et on parlait volontiers de terrorisme, parce que c'était des activistes
généralement individuels, qui n'avaient pas d'idéologie, qui n'avaient pas de pensée, qui en avaient marre de l'oppression tsariste, et ils faisaient des actes généralement isolés mais spectaculaires. Et cette attitude-là a été dénoncée par ceux qui préparaient et qui ont réussi pendant la Révolution de 17. Il y avait une très grande discussion dès 1905 en Russie pour dire il faut que tout acte révolutionnaire soit dirigé par une idéologie, soit dirigé par des instances idéologiques, qui sont marxistes, et que tout le reste, tous ceux qui s'opposent à l'oppression individuellement et sans une pensée et sans une doctrine, sont des terroristes. Ça a été développé ainsi. Et à un certain moment, cette question de terrorisme individuel, etc., s'est introduite dans la lutte anticoloniale. Tous ceux qui utilisaient par des espoirs de cause la violence pour obliger l'oppresseur à céder ou à partir sont déclarés terroristes. Est-ce que pour vous, Israël est en train de commettre des actes terroristes? Oui, moi je trouve que c'est un État terroriste. Est-ce que les États-Unis, ce qu'ils ont commis dans la région, hein, notamment en Irak, en Afghanistan, est-ce que c'est du terrorisme? Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle, et le mot est devenu un concept, le terrorisme d'État. Est-ce que l'attaque des beepers... Évidemment, c'est un acte par excellence de terrorisme. C'est pourquoi que je dis que l'État d'Israël commet des actes terroristes en faisant cette pratique-là. Ces actes terroristes que de tuer ou de prétendre avoir pourchassé et tué 1 ou 2 ou 3 guerriers, 3 combattants, en tuant à leur côté une centaine d'enfants. C'est un acte terroriste. Est-ce que le fait d'avoir pris en otage des athlètes à Munich pendant les Jeux Olympiques, est-ce que c'est un acte terroriste? C'est un acte qui peut être qualifié de terroriste par ceux qui l'ont subi, mais ceux qui l'ont commis disent que c'est un acte qui a été un acte politique. Oui, mais ils étaient des civils. C'était des civils. Et donc c'est un conflit où s'attaquer à une équipe prestigieuse qui allait gagner aux Jeux Olympiques pouvait affaiblir cet État-là qui nous opprime. Dans ce cas-là, ça revient aussi à la même idée que de cautionner, par exemple, des attentats à la bombe à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, etc., dans des cafés contre des civils. C'est ce que faisaient les Algériens pendant leur révolution. Et cet acte-là est peut-être un acte dont qu'il faut inscrire dans une métaphysique de la violence. Justement, l'acte lui-même, si vous voulez avoir de moi cette déclaration, l'acte lui-même est un acte terroriste. Quitte à partir dans un débat de sémantique, mais est-ce que, justement, après le 7 octobre, est-ce que nous ne voyons pas quelque part que le terme résistance, on le voit comme un terme très puritain. C'est-à-dire un résistant, c'est quelqu'un qui se bat pour une cause noble et donc rien ne peut l'entacher, notamment dire qu'il avait commis des actes d'horreur, notamment le 7 octobre. C'est un choix. Moi, je crois que c'est un choix. Un résistant, il faudrait en faire le portrait. Quand est-ce qu'il peut avoir gain de cause sans utiliser la violence? Et contre qui il utilise cette violence? Parce que c'est ça aussi la question. Celui qui l'opprime. Je parle d'un résistant. Un résistant à n'importe quelle oppression. À n'importe quelle oppression. Soit étatique, soit de bandits. Ce n'est pas un choix d'utiliser la violence. Parce que la violence, ça engage la vie de quelqu'un. Si je vais utiliser la violence, je risque ma vie.
mais il y a un palier moindre. Avant de risquer ma vie, je résiste sans la risquer. Quel est le moyen? Si lui, il me pousse à ne trouver que la solution de la violence, et je l'élimine pour me libérer, est-ce que c'est moi, le terroriste? C'est lui qui m'a poussé. Il ne m'a pas laissé une seule autre issue que de le tuer. Aucun choix. Vous comprenez aucune la gêne, alternative. oui, vous comprenez la gêne. Il y a eu les marches de retour effectivement à Gaza à plusieurs reprises. On a tiré sur les Gazaouis qui étaient désarmés, etc., qui voulaient juste faire une sorte de manifestation aux frontières de Gaza. Ça, on est d'accord. Mais après, la question qui s'est posée pour le 7 octobre, c'est ils se sont attaqués à des civils. Est-ce que pour vous, un colon est un civil ? Un colon qui n'est pas armé est un civil ou pas? C'est ça la question en fait. Ces colons-là font partie de l'oppresseur et il faudrait résister pour s'en libérer. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Résister pour s'en libérer, comme je viens de vous le dire, faire en sorte qu'ils cessent de vous opprimer, sinon vous passez à la violence. Mais parce qu'ils ne vous ont pas laissé le choix. Alors la narrative dans les pays occidentaux, c'est que ces personnes qui ont été tuées ou prises en otage dans les kibbutzim sont des personnes qui luttaient pour la paix, qui étaient de gauche, qui voulaient construire des hôpitaux pour les Palestiniens, etc. etc. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, je ne connais pas ces détails. Ce que je connais, c'est que ces gens du kibbutz sont des gens qui occupent une terre qui leur a été donnée par un État oppresseur et qui l'ont acceptée et qui, en fin de compte, élisent leur gouvernement à chaque fois qu'il y a élection. Donc, ils sont responsables. Il ne faut pas jouer sur les mots. Vous allez me dire que c'est quelqu'un d'irresponsable? Non. Il y a ce qu'on appelle, dans toutes les sociétés, ce qu'on appelle les objecteurs de conscience. Non, je ne vais pas à la guerre. Alors oui, il y a eu des objecteurs de conscience voilà. Pendant cette période, notamment Tal Mitnick qui a 18 ans, qui a fait 30 jours de prison, qui continue à revendiquer son droit de ne pas faire l'armée israélienne. Voilà. C'est une position qui est extrêmement minoritaire en Israël. On a vu des manifestations même de juifs religieux en Israël qui ne voulaient pas en fait faire l'armée. L'État israélien veut changer la loi oui. pour les obliger à faire l'armée. Tout à fait. Donc, c'est ce que je vous disais, que c'est une question métaphysique. Dire qui est responsable, qui n'est pas responsable, la chose est beaucoup plus simple pour moi, pour ne pas la rendre trop scolastique, trop philosophique. Il y a une responsabilité à tuer les gens et à les empêcher de se libérer. Et empêcher quelqu'un de se libérer, empêcher qu'il résiste à son oppresseur, c'est déjà un acte terroriste. Cette année, Youssef Saddiq, vous publiez un livre que vous intitulez « Liban-Palestine, l'an 82 ». Pourquoi c'est important pour vous de déterrer les archives et de parler de 1982 pour résumer un petit peu les événements, c'est-à-dire en 82. Les événements, c'est 82. Il y a eu l'invasion de l'armée israélienne, il y a eu oui. La création du Hezbollah, l'OLP qui avait fini par quitter le Liban et surtout Chabra Shati. Une année tournant, c'est évident, ça, je n'ai pas besoin de le dire. J'étais d'ailleurs dans le BK à l'époque, quand on ne savait pas que Beyrouth était investi, envahi par l'armée israélienne. Et quand on est entré, on a trouvé un barrage avec des soldats bizarres, avec les 3 lettres du Tzal en hébreu. Ils ont demandé à ce qu'ils examinent la malle de la voiture. Ils nous ont dit, allez-vous-en. Ils ont fait signe. Et par réflexe, le chauffeur, qui était tunisien, est un peu populaire, naïf. Il leur a dit « Allah ma'akum », Dieu est avec vous. Et quand on les a perdus de vue, il s'est penché sur le volant et il a commencé à chialer comme un enfant. Il dit « Mais écoute, qu'est-ce qu'il y a, chérif? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal ?» Il m'a dit « Non, jamais je n'aurais imaginé dans ma vie que je dirais à un officier sioniste, Dieu te protège. »
Il a pleuré pour avoir dit ça. Je veux se dire, vous racontez dans votre livre une séquence hallucinante. Vous partez en Syrie, sur la frontière libano-syrienne. Je ne partais pas pour la Syrie, je partais pour le sud Liban. Il y a des chrétiens, une milice chrétienne, qui vous appréhendent et qui décident de vous égorger. Ils m'ont battu d'abord avec des coups de pied, ils m'ont fait tomber, ils m'ont donné des coups de pied un peu partout dans le corps. Et quelqu'un a pris mon sac, un des leurs a pris mon sac, il m'a laissé sous la garde de l'autre. Il a donné cette idée là, géniale, il faut le remettre aux Israéliens parce qu'il se peut que son passeport soit le passeport d'un fidaïn, d'un Palestinien. Et à l'époque, c'est vrai, la Tunisie a même remarqué qu'il y avait beaucoup de passeports tunisiens qui étaient falsifiés par les Palestiniens qui les utilisaient pour passer d'une frontière à l'autre. Ils vous emmènent chez les Israéliens? Oui, le chef de ce camp-là, il m'a posé une question tout à fait en arabe, en tunisien. Peut-être pour savoir si j'étais vraiment un Tunisien ou pas avec ce passeport. C'est maintenant que j'ai eu cette idée-là. Donc un soldat israélien vous parle en tunisien. Un officier, un colonel. Un colonel qui vous parle, un colonel du Tsahal qui vous parle en tunisien. En tunisien, hallucinant d'exactitude. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a dit Mnin enti min Tunis. D'où vous êtes de Tunisie? Je lui dis je suis de Tozeur. Il dit quoi en arabe? Je dis non, Max de la Goulette, tu n'es pas de la Goulette. Et j'étais un peu énervé. Tellement il était humain que je n'ai pas eu peur d'un officier. Je dis mais écoutez, je viens de vous dire que je suis de Tozeur, je ne suis pas de la Goulette. Vous connaissez la Goulette? Oui, je connais la Goulette, mais je ne suis pas de la Goulette. Il était sympathique. Il m'a amené, me tenant la main à son bureau. Il a donné mon passeport à deux soldats qui sont revenus très vite pour lui dire ça va, c'est un passeport authentique. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et il m'a dit, aujourd'hui même, maintenant, vous voyez ce remue-ménage, on rentre en Israël. Si vous voulez qu'on vous protège, vous rentrez avec nous à Naharia. C'est comme cela que vous vous êtes retrouvés? Et je me suis dit, si je dois forcément entrer en Israël pour une journée, autant que ce soit pour plusieurs journées. Et il était content. Il m'a dit, est-ce que vous voulez plus? Je lui ai dit, une dizaine de jours, ça m'ira. Il m'a donné une dizaine de jours. Un colonel israélien vous a sauvé la vie. Très bien. Et vous partez à Jérusalem? Partout. Je fais ce que je veux. Sauf l'Israël de 48, je n'ai pas le droit, selon les critères de mon État. Je resterai en Cisjordanie. On m'a suggéré d'aller à la Knesset pour voir le début de la séance d'été. Alors vous dites qu'il y avait 4 députés palestiniens pour 15% d'électeurs et vous en interviewez un. Donc oui, un député. Mohamed Ouattad, oui. Voilà, vous l'interviewez et ensuite vous interviewez aussi un député israélien? Oh, j'ai interviewé une ministre, Shulamit Aloni de l'éducation, j'ai un chef de parti israélien, j'ai interviewé plein. Mais est-ce que ça n'est pas de la normalisation, ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est perçu comme tel? Non, je ne sais pas, je faisais mon travail. En quoi c'était important de donner la voix justement aux Israéliens? Parce qu'ils disaient des choses qui me plaisaient. Ils nuançaient le sionisme, ils nuançaient leur position, et ça me paraissait des craquelures dans le système israélien. Ça me paraissait, je me trompais peut-être. Pourquoi c'était important, en fait, de leur donner la voix? Parce que les Tunisiens ne savaient pas quoi faire de mon reportage. Ils voulaient soit me mettre en prison, parce que j'ai fait ce que vous me reprochez, là, une normalisation, soit m'utiliser pour saluer les accords de Madrid et les accords d'Oslo qui se préparaient. Et moi, je n'acceptais pas que je sois l'enjeu d'un tel double chantage. Donc, j'ai pris mon dossier, mon reportage, et je l'ai exposé à Yasser Arafat, qui a dit c'est très très bien ce que vous avez fait, vous faites votre travail, je vais même vous donner une interview introductive pour
validé la publication de ce supplément, qui a été validé par le maître de la cause. Moi, je pensais avoir fait du bon travail. Le travail d'un journaliste professionnel, c'est tout. Tout ce que je savais. Un journaliste professionnel et en plus pro-palestinien. J'ai un autre souvenir. Tout le monde connaît le mois de la philosophie à Arras. On m'a invité un jour et ils ont une idée. Il y avait un philosophe très connu, spécialiste de Kant, à l'université hébraïque de Jérusalem, un francophone parfait, et moi. Les gens connaissent mes positions pro-palestiniennes. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez de 2 exposés, de 20 minutes chacun, vous, et vous dites ce que vous avez à dire. Il y avait beaucoup d'Israéliens qui étaient venus à cette manifestation, qui ont assisté à cette confrontation qui n'en était pas une. On n'avait pas le droit de discuter. Moi, je ne voulais pas discuter avec lui. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il était un sioniste de droite. Et j'ai pas envie. Ah, donc les sionistes de gauche, ça va ? Même un sioniste de gauche. J'avais un ami sioniste de gauche, je me rappelle, il était même chef de parti, il s'appelle Latif Douri, qui est venu manger du couscous chez moi à Paris. Ma femme ne voulait pas l'accepter parce qu'il était inscrit dans l'État d'Israël. Moi, jusqu'à la fin, jusqu'à son décès, je l'aimais bien. Il était juif d'origine irakienne, il était sympathique, et j'ai concédé de continuer à l'aimer bien. Latif Douri, je l'aime bien. Quelqu'un qui me paraissait sincère pour avoir de la paix, etc., qui, à mon avis, qui aurait marché dans un État binational, qui aurait très bien marché, qui aurait très bien... Donc il y a une certaine utilité aussi à parler aux sionistes. Non, mais dans la perspective de la paix. Dans la perspective que je suis en train de décrire, le sionisme disparaîtra, parce qu'il n'aura pas de raison d'être. Le sionisme est un exclusivisme. Oui, ça et donc, il ne marcherait pas dans un État binational. Non. Mais comment est-ce qu'on arrive à persuader cette partie de la population que le chemin de la paix, c'est le fait d'enlever le côté ethnique de l'État d'Israël et donc ce sionisme qui est exclusif? Mais il n'y a pas d'ethnie juive. Oui, on est d'accord. Ça n'est pas la question. La question, c'est l'utilité de cette conversation-là. Parce que c'est au bout de cette conversation, c'est un process. C'est au bout de cette conversation qu'on pourrait peut-être faire virer des personnes vers le camp de la paix. Oui, moi, c'est ce que je voulais dire à propos de Latif Douri, à propos de sionisme de gauche, ce sioniste que j'ai continué à fréquenter et à aimer, ce Latif Douri, le juif irakien. Je crois qu'une fois le processus de la binationalité, de la coexistence entre ces fausses ethnies qu'on appelle les Arabes et les Juifs, le sionisme disparaîtra. Parce que l'essence du sionisme, c'est de n'accepter que des Juifs. Youssef Sadir, il y a quelques jours, nous avons commémoré les 24 ans depuis le meurtre de Mohamed El-Dorra à Netzarim, à Gaza, pendant la seconde intifada. Quel impact est-ce que cette vidéo que nous avons tous vue, qui a fait le tour du monde, est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo? Je me rappelle très bien, et je me rappelle même avoir écrit un article pour Le Monde, dans la rubrique Débat. C'est un article qui s'appelle Lettre ouverte au juste. Il n'y a pas plus pacifique que ça. Lettre ouverte au juste pour dire comment vous permettez un tel meurtre. Comment on permet un tel meurtre? D'ailleurs, juste, c'est le mot juste en hébreu, c'est le même mot que moi, c'est-à-dire. Le juste, c'est celui qui regarde, qui le vigile devant le fleuve, et le vigile qui doit ne jamais dire que la vérité pour les siens, c'est celui qui dit l'ennemi arrive. Faites attention. Cette lettre-là, celui qui était un ami
qui s'occupait, Newman, il s'appelait un juif français, celui qui s'occupait de la rubrique débat, m'a téléphoné pour me dire, Youssef, si tu publies cet article-là, moi je le publie, aucun problème. Il va y avoir tellement une cabale contre toi qu'aucun éditeur ne vous permettra de publier chez lui. Aucun article ne sera accepté de toi. Alors, je vous le dis pour vous prévenir. Mais si vous voulez encore que je publie cet article, publiez-le. Et j'ai eu peur, je ne l'ai pas publié. Vous l'avez toujours? Hein, je l'ai toujours. Ouais. Lettre ouverte tout juste. Vous pensez que vous allez le publier un jour? Oui, je pense le publier. Alors on a beau s'habituer aux images de violence, la mort d'un gamin dans les bras de son père fait naître encore l'indignation et l'émotion. Mohamed avait 12 ans, il était palestinien et musulman, il aurait pu être juif et israélien. Au-delà des croyances et des origines, l'horreur absolue, c'est l'assassinat d'un enfant. Des images dont tout le monde se souvient et qui illustrent de manière dramatique le début de la deuxième intifada. Mohamed et son père Jamal à Gaza sous le feu croisé des militants palestiniens et des soldats de Tsahal. Si l'on reparle de ce reportage, c'est parce que le gouvernement israélien le remet aujourd'hui en cause. Un rapport affirme que le petit garçon n'a pas été tué comme le laissaient penser les images et tend ainsi à innocenter l'armée israélienne. À l'époque, il faut se dire que la vidéo, elle avait fait le tour du monde et ça a eu beaucoup d'impact. Et Israël avait... Au départ, ils ont reconnu que c'était une erreur, que c'était un drame, et ensuite, ils ont nié. Ils ont même accusé France 2 d'avoir falsifié la vidéo. Mais en tout cas, on savait que les gens qui ont vu cette vidéo ont été atterrés. Mais des Mohamed Dora, depuis une année, on a beaucoup, mais des milliers à Gaza, en Cisjordanie et même au Liban. Il y a 104 enfants qui ont été tués sous les bombardements au Liban. Qu'est-ce qui a changé en 24 ans ? Pourquoi autant d'indifférence? L'indifférence est un travail. Faire de l'indifférence, créer de l'indifférence, c'est un travail de propagande énorme. Et c'est pire que l'arsenal de guerre. C'est là où Israël a la plus grande force. The Western mass media always beside the Israelis. Your baby. Even in the United Nations Security Council, you refuse to condemn this barbarian attack. I have to ask those who used to speak about human rights. Where is this human rights there in this house? Did you see the picture there? Our camps, Lebanese villages, who had been smashed completely, some of these villages had been smashed with Phantom, with Skyhawk, with Mirage, with F-15, with Cancer bomb, with Lance rocket. This is Israel who did it. À 7-8 ans, j'ai mis la main sur un vieux Paris-Match, comme on en voit dans les salles d'attente des médecins, etc., des très vieux numéros. Je l'ai feuilleté et j'ai trouvé 2 pages en regard où il y avait un petit enfant, les yeux écarquillés, en short. Il avait même, je crois, me rappeler un papillon, et il avait les mains en l'air, et derrière lui, un soldat de la Wehrmacht, le conduisant avec un fusil et la baïonnette. Il y avait des erreurs, des yeux terrorisés de peur. Un enfant comme moi, il avait le même âge. Et depuis, l'image de l'horreur oppressive, c'était celle-là. Et après Gaza, je n'ai pas changé d'image. C'est ce petit juif-là qu'entraîné dans le camp de concentration, au camp de concentration, qui est pour moi l'emblème de ce qui se passe et de ce qui se passera quand on opprime un peuple. Je n'ai pas changé. C'est cet enfant juif, pour moi, qui reste l'emblème. Donc vous faites le parallèle entre ce qui se passe à Gaza et ce que les nazis ont commis. Absolument. C'est du nazisme.
Ce que fait Netanyahou aujourd'hui au nom de l'État d'Israël, c'est du nazisme. Au nom du peuple juif. Au nom du peuple juif, oui. Moi, quand je vous dis que pour moi, l'emblème reste ce petit enfant traîné par le soldat nazi, reste toujours l'emblème de la plus grande atrocité de l'humanité, alors que je voyais sur les écrans aujourd'hui les enfants en lambeaux palestiniens, je n'ai pas changé. Ce que je suis en train de dire, et qui est très sincère, ça vient du fond de mon cœur. Un enfant est un enfant. Qu'il soit le fils d'un juif, d'un chinois ou d'un homme de Mozambique ou du Sénégal. Pour moi, est un enfant et il faudrait crier sans nuance sa révolte contre ce qui se passe. Or, la puissance monstrueuse des médias pro-sionistes fait en sorte que ces 20 000 enfants qui sont tombés dans la guerre de Gaza restent invisibilisés et inaudibles. Rien que à cause de la puissance médiatique. Cette semaine, Israël continue à bombarder Gaza, continue à bombarder le Liban et l'a envahi, bombarde la Syrie et le Yémen. Mais est-ce que c'est possible de l'arrêter? Moi, je pense qu'elle arrive à un paroxysme qui est très dangereux pour n'importe qui, que ce soit un individu, un groupe ou un État. Arriver à un paroxysme, ça a toujours été, c'est la loi du monde, ça a toujours été le début du déclin. Est-ce que Israël est un danger pour les Juifs? Oui, pour les Juifs aussi, parce que les Juifs sont comme nous. Au fond d'eux-mêmes, comme tout le monde, au fond d'eux-mêmes, ils sont pour la justice. N'importe quel Juif, il est pour la justice. Et c'est encore la puissance monstrueuse des médias qui fait en sorte qu'ils leur donnent raison contre tout le monde aujourd'hui. Contre même leurs alliés, les États-Unis, l'Europe, etc., etc. C'est cette puissance-là qui ne peut pas durer. Est-ce que l'élément religieux dans la région est un catalyseur dans ce conflit? Autant il est en train de s'affaiblir dans le monde dit arabo-islamique, autant il est en train de se renforcer dans une société comme la société israélienne, avec les Smotrich, les Ben Gvir, etc. Pourquoi est-ce que l'argument religieux, quand il s'agit d'Israël, marche en Occident, alors que quand il s'agit de l'islam, ça ne marche pas? Oui, parce qu'encore une fois, la monstruosité de la médiatisation a fait en sorte que tout musulman est terroriste. Et que le grand scandale, quand il y a un meurtre, pour moi ce n'est qu'un meurtre terroriste, on le qualifie immanquablement de terroriste islamiste. Immanquablement, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Que ce soit ce qui s'est passé en Belgique, que ce soit l'attentat de Charlie Hebdo, etc., il ne manque jamais d'ajouter à l'adjectif suffisant, à mon avis, de terroriste, d'ajouter aussi islamiste. Ça ne manque pas. Alors que ce que fait Israël est tout simplement déclaré, quand on le dit, quand on l'avoue, que c'est des terroristes, c'est tout simplement du terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme juif. Par contre, associer le comportement de l'État d'Israël au terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas une peur, quelque part, d'être taxé d'antisémite? C'est ça, la damnation. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être taxé d'antisémite aujourd'hui? Je n'ai pas peur parce que je suis très convaincu que je ne suis ni anti-noir, ni anti-chinois, ni anti-juif, ni anti-chrétien. Je crois profondément. Et depuis la
toute petite jeunesse que c'est dans le plus profond de moi-même que j'aborde le racisme et l'antisémitisme et l'anti-humain, quel qu'il soit. Quel que soit le groupe ou l'ethnie. Donc personne ne peut m'atteindre en me disant je suis antisémite. Je ne peux pas être antisémite. Et je trouve même que l'accusation est raciste. L'accusation adressée à un arabe qui est sémite, je trouve qu'elle est raciste. Pourquoi? Parce qu'on me nie le sémitisme parce que je ne suis pas un sémite élu. Oui, ça n'empêche qu'il y a des personnes arabes qui peuvent être sémites et qui détestent les juifs. Je parle de l'idée d'antisémitisme. L'antisémitisme ne s'adresse qu'aux sémites juifs. C'est injuste quand même, je suis sémite. Or, je sais pourquoi ne s'adresse qu'aux juifs. Parce que les juifs ont dit, le livre fondateur, la Bible, nous a désignés comme sémites élus. Il n'y a pas un parallèle à faire avec le Coran, là, quand il dit c'est pas un peu le même parallèle? Non, il faut citer toute la phrase. Il s'adressait à qui, le Dieu du Coran? À ceux qui remplissent cette condition. Ah, donc bien il ne s'adressait pas aux musulmans, il ne s'adressait pas aux juifs à l'époque. Il y a 3 dimensions dans cette phrase conditionnelle. Vous êtes la meilleure des communautés quand vous ordonnez l'inconvenant, vous défendez l'inconvenant et vous croyez en Dieu unique. Voilà les 3 conditions pour que vous soyez. Et or, un juif peut l'être. Facilement, un chrétien peut l'être. Dernière question, Youssef Sadiq. Vous étiez un observateur de l'actualité au début des années 90, quand il y a eu la négociation des accords d'Oslo. Il y a certains commentateurs, comme par exemple Pierre Aski, qui racontent qu'il y avait un espoir à l'époque. Il y avait une naïveté surtout. Surtout après l'assassinat de Yitzhak Rabin, on a compris que la société israélienne électrice, celle qui crée le commandement d'Israël, n'en voulait absolument pas. Et donc, ce n'était pas l'existence du Hamas qui date de 87 qui a bloqué aussi le processus de paix? Non. Moi, je voudrais dire, peut-être, pour cette question de Hamas. Vers la fin de l'interview, Youssef Sadiq reçoit un appel. الو شنو دخلت ايران ضربت Nous apprenons que l'Iran avait lancé 200 missiles sur Israël. وين تل أبيب وحيفا وكل صح اي مالا شاك هاو ديستريكتور هكاو يعطيك الصحة كي علمتني. Donc l'Iran vient de bombarder Israël, des missiles ont été interceptés. Est-ce qu'il y a des perspectives de paix? Non, moi je pense que c'est installé dans la durée. Que le conflit dit de Proche-Orient s'est installé dans le conflit, dans la longue durée. Et ça va être un peu sur l'image de la guerre de Corée ou de la guerre de Vietnam. Merci Youssef Sadiq.